tous et toutes les bienvenus sur la chaîne YouTube du CFIP où nous avons le plaisir de partager un webinaire que nous avons fait Catherine et moi, que nous avons animé Catherine et moi ici au mois de février 2021 sur la question du leadership. Catherine. Ouais, ouais, et ici, donc on est dans les coulisses, le webinaire vient de se terminer, mais grâce à la magie du web, eh ben, vous pouvez le partager. Donc, il suffit de continuer et vous allez avoir tous nos secrets, en tout cas les 3 clés pour développer votre leadership. Absolument, vous pouvez trouver évidemment toutes les informations sur le site du CFIP, www.cfip.be. Et évidemment, ce lien est dans la description. Bonne vision. Bien, alors on avait envie de vous demander, bah, tiens, quelles sont les qualités, quelles sont les caractéristiques, les qualités qu'un bon leader, qu'une personne doit avoir pour être un bon ou une bonne leader. Alors, à votre avis, quelles sont ces qualités? Et pour ça, Catherine, on va partager déjà un premier outil. Et donc, on vous demande de répondre par un mot, mais vous pouvez aussi en écrire plusieurs. Quelles sont, selon vous, les qualités que doit avoir un ou une leader? Voilà, certains ont déjà commencé. Et je vais commencer à partager vos réponses. On va voir si vous… C'est un nuage de mots. Donc, ça veut dire que ceux qui apparaissent en plus grand, ceux que vous reprenez plusieurs fois. Et ils continuent à bouger tant que vous continuez à répondre. Donc, on a l'empathie qui est en grand, l'écoute. La bienveillance, le côté inspirant, la vision, les collaborateurs, le respect, l'expérience, la fiabilité, la confiance, l'accessibilité, l'incertitude, peut-être la gestion de l'incertitude, le recul, le charisme, l'ouverture, l'écoute, la vision, la motivation, toute une série sans doute toute une série de qualités, toute une série de caractéristiques qui font qu'un leader est un bon leader. Mais fort probablement, au CFIP, ou en tout cas dans l'équipe qui travaille autour du leadership, nous avions envie de vous rappeler que ben, les qualités, ou en tout cas les qualités qui nous paraissent importantes pour être un bon ou une bonne leader, eh bien, ce sont les vôtres. Parce que nous partons du principe qu'en effet, nous avons en nous toutes les qualités pour pouvoir devenir un bon ou une bonne leader. Et une fois qu'on a installé ce postulat-là, on peut se dire que, en effet, vous avez fort probablement pensé à un ou une personne qui vous paraissait vraiment quelqu'un de charismatique, de bienveillant, qui avait une vision, qui avait une écoute, qui avait toutes les caractéristiques que vous avez remis dans le tableau. Et par exemple, je vois Alessandro qui souligne la communication, et évidemment, bien sûr, on en reparlera. L'idée, c'est de se dire que toutes ces caractéristiques, ou que l'ensemble de ces caractéristiques, elles sont là, elles ont été peut-être incarnées par ces personnes auxquelles vous avez pensé quand on vous a demandé de penser à un ou une leader du passé. Mais bon, ce rôle-là, il a déjà été pris. Alors, ce qu'on va vous proposer peut-être aujourd'hui, c'est peut-être de vous inspirer de cette personne, mais en tout cas de devenir le leader que vous êtes et le leader que vous avez envie d'être. Alors, juste pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, ben notre objectif, en tout cas notre philosophie, nous, pour ce webinaire, et pour l'école de leadership d'ailleurs qui est développée au CFIP, c'est qu'on a tous en nous l'étincelle du leadership. Il suffit juste d'aller mettre un peu de souffle, un peu de frottement pour pouvoir l'allumer. Il est temps pour moi maintenant de pouvoir, au nom de l'équipe et de certains collègues d'ailleurs qui sont parmi nous, également de vous souhaiter la bienvenue au CFIP. Puisque Catherine et moi faisons partie de l'équipe du CFIP. Nous sommes tous les deux intervenants, formateurs, coachs. Hein. Nous avons déjà eu l'occasion d'en rencontrer certains d'entre vous. Nous avons tous les deux une expérience de direction ou de responsabilité dans le secteur associatif ou dans le secteur privé. Nous avons également, pour l'un d'entre nous, je ne dirais pas lequel, une expérience dans le secteur, même dans le secteur public et dans l'accompagnement de services dans le secteur public.
Et donc, nous travaillons les questions de management, nous travaillons les questions de leadership, nous accompagnons des directions actuellement, et c'est dans ce cadre-là que nous avions envie aussi de proposer ce temps autour de cette question du leadership, Catherine. Voilà, et donc on avait envie de vous demander aussi qui vous étiez. Et donc, pour faire ça, je vais vous renvoyer vers le même lien que tout à l'heure. Et je vais vous poser une nouvelle question. Donc, qui êtes-vous? À travers dans quel secteur vous travaillez et quelle est votre expérience dans la gestion d'équipe. Et donc, vous pouvez choisir sur l'image que vous allez voir, je vais partager pour vous montrer. Sur l'image, vous allez pouvoir choisir votre secteur et choisir votre expérience. Alors, ne soyez pas modeste. Est-ce que vous êtes novice, intermédiaire ou expert? Pour choisir dans les deux cases, il faut cliquer une fois, faire valider et puis recliquer une fois. Mais je vois que vous avez l'air de bien vous en sortir. Comme ça nous permet quand même un petit peu de nous connaître, même si on ne peut pas échanger en direct, en tout cas par l'oral. Alors, on voit qu'on a un beau panaché pour l'instant. Le public peut-être un peu gagnant. Ah, il y en a qui sont mis entre les deux, voilà. Ah, entre les trois. On a des novices, on a des intermédiaires, on a des experts. Alors peut-être cette configuration, vous voyez que l'associatif, le public, le privé, les intermédiaires, les novices, les experts, c'est assez bien réparti. Et l'idée, c'est de se dire aussi que le leadership, de fait, ça se développe, ça a la possibilité de se développer, mais que ça peut se développer quel que soit le niveau, quel que soit le secteur dans lequel on travaille. Et donc, ça veut dire que c'est aussi, et non seulement dans lequel on travaille, mais on peut évidemment, bien sûr, développer son leadership aussi dans des activités qui sont des activités volontaires, voire même familiales. Et on pourrait encore en discuter assez longuement. Alors, par rapport à cette expérience ou par rapport à cette vision qu'on peut avoir vis-à-vis du leadership, on avait envie de vous présenter d'abord peut-être notre approche du leadership avec une petite définition, et c'est notre collègue Michel qui va nous donner Michel Verstraeten qui va nous donner cette définition, mais elle va être précédée de quelque part je vais dire, d'une forme de micro-trottoir qu'on avait envie de partager avec vous. Et on a demandé à 4 personnes qui sont issues de secteurs complètement différents, parce qu'il y a un directeur de business développement pour une multinationale américaine, il y a un enseignant, enfin une enseignante, une indépendante, un travailleur social. Et on leur a demandé un petit peu pour eux quelles étaient les caractéristiques de ce que c'était un bon leader. Et voilà les réponses qu'ils nous ont partagées. Alors, pom, pom, pom. Donc Michel, vous verrez dans la vidéo, si on y arrive, qu'on l'a interrogé sur sa vision du leadership. Pourquoi est-ce qu'on a demandé à Michel? Parce qu'il fait partie de l'équipe de l'école de leadership. On est 4 formateurs qui vous accompagneront dans ce parcours-là, si vous vous inscrivez. Et donc Michel donne cours à l'ULB, et notamment le cours sur le leadership. On est assez fiers, c'est un peu notre star, hein. Il est vice-recteur à la politique académique de l'ULB. Donc, il a l'habitude de parler du leadership. Et dans la vidéo de Vincent, après son micro-trottoir et les 4 personnes qu'il a interrogées, on entendra Michel qui nous explique ce qu'est le leadership. Qui est enthousiaste, qui croit en son projet et qui croit aussi à la capacité de son équipe à pouvoir réaliser ou atteindre des buts dans quelques domaines que ce soit. De motiver à la base, c'est quelqu'un qui prend de la place. Je
crois que c'est quelqu'un qui sait écouter et qui sait aussi permettre à chacun de développer ses compétences. C'est quelqu'un qui, une fois les objectifs clairement définis de manière verbale, va par son attitude, son comportement, montrer l'exemple, inspirer, incarner un projet des valeurs, et je dirais même qu'il va donner aux gens l'envie de s'investir, non pas parce qu'on leur demande, mais pour leur propre réussite et pour la réussite de l'organisation dans laquelle ils travaillent. Ouais, les bons leaders ont cette faculté de mettre les gens en confiance très rapidement en utilisant différentes techniques qui sont, je veux dire, l'humour, mais ce sont des gens qui sont capables de vraiment bien comprendre tout ce qui est, toutes les subtilités de la communication. C'est quelqu'un qui a un esprit de synthèse, c'est quelqu'un qui peut reformuler facilement les idées des autres, c'est quelqu'un qui redynamise au besoin, en tout cas qui est accepté aussi par tout le monde, et on peut se reposer sur ce leader-là. Oui, il suffit d'un bon piston, utiliser les bons leviers, et hop, on peut devenir leader. Donc, dans les faits, c'est relativement simple. Bon, il y a une part d'inné quand même, ça dépend quand même un peu du profil de chacun, quoi, je crois. Il me semble que les personnes qui seront bien dans leur basket, qui seront bien dans la fonction ou le rôle qu'elles tiennent au sein de l'entreprise ou de l'équipe, auront plus de facilité à développer leur leadership que celles qui ne sont pas là où elles doivent être. C'est pas pour vous, mais pour beaucoup de gens, le leadership, il y a un côté un peu magique comme ça, mystique, une sorte de phénomène un peu bizarre, presque paranormal. On a beaucoup associé le leadership à des notions comme le charisme, ce qui en fait une espèce d'ensemble de traits de caractère exceptionnels, dont d'ailleurs, il faut que vous sachiez que jusque dans les années 80, même des chercheurs du monde scientifique disaient que pour avoir du leadership, il y a un des traits importants qui est la masculinité. Donc c'est dire, le leadership, il y a plein de manières de le voir et de le définir. Souvent, les gens qui ont écrit sur le leadership, ils prennent une perspective extérieure, c'est-à-dire ils regardent de loin ce qui est un grand leader. Beaucoup de livres sur le leadership ont été écrits comme ça. Et puis, voilà, celui-là est un grand leader. Il est comment, quoi, et comment on peut, je dirais, caractériser cette personne. Moi, je dirais avant tout, le leadership, il est dans les yeux de celui qui le regarde, mais comme membre de l'équipe, qui ont un leader à leur tête, si je puis dire. Et donc, dans cette perspective-là, il y a plein de manières d'être leader, et un leader, c'est aussi bien lui, que lui, qu'elle, elle, ou encore vous, dans le sens où tout ça s'apprend, et puis vous êtes sûrement déjà des leaders à votre manière. Voilà, il y a plein de manières d'être, mais pour répondre quand même à la question de qu'est-ce que le leadership, je dirais c'est probablement trois choses. D'abord, c'est donner une direction à un collectif. C'est alors que ce soit de manière très participative ou moins, parce qu'on choisit pas toujours les objectifs, ça dépend aussi des organisations, mais c'est en tout cas construire une vision commune autour des directions qui sont données, c'est faire en sorte que le groupe se l'approprie. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est clairement par rapport à ces directions que l'on a construites ou données ou suscitées, il y a mettre les gens en mouvement. Et donc, ça passe par plein de choses. Ça veut dire motiver les gens, les dynamiser, les faire travailler en collectif, mettre de l'énergie sur construire le collectif. C'est pas le groupe, il faut y travailler, quoi. Ça s'entretient. C'est pas les gens là mis ensemble autour d'un objectif. Il n'y a pas de raison que ça colle nécessairement. Il y a autant de raisons que ça colle pas. Il y a même beaucoup plus de raisons que ça colle pas par rapport à des raisons que ça colle. C'est aussi pouvoir exercer une espèce d'influence positive sur le groupe. D'ailleurs, en anglais, to have leadership, c'est aussi quelque part être capable d'exercer une influence. Et alors, troisièmement,
être un leader, avoir du leadership, c'est aussi être capable de travailler sur soi, parce que, eh bien, être leader, ça veut dire avoir des moments de satisfaction, mais aussi d'insatisfaction qu'on doit pouvoir gérer. C'est pouvoir travailler sur ses limites. C'est aussi pouvoir travailler avec des conflits de valeurs que l'on vit, parce que quand on est à la tête de quelque chose, ben parfois on doit faire des concessions. On ne sait pas respecter toutes les valeurs que l'on voudrait respecter à 100%. C'est aussi travailler sur des moments de solitude que l'on vit. Voilà, c'est un peu tout ça. Donc 3 choses: direction, collectif, travail sur soi. Tout ça, donc ça s'apprend. Et voilà, on va travailler là-dessus avec grand plaisir. Michel a déjà parlé de 3 axes. On reviendra sur le chiffre 3 tout à l'heure. Mais on avait aussi envie de partager avec vous une expérience qu'on a pu vivre, Catherine et moi, puisque dans le cadre de nos accompagnements de direction, on a accompagné un jeune directeur qui s'appelle Robin. Et Robin, en fait, quand il est venu nous voir, parce qu'il venait d'avoir la couronne il venait de récupérer la couronne de roi, c'est-à-dire qu'il était devenu directeur dans l'organisation dans laquelle il travaillait. Et alors, assez rapidement, il a été confronté à la difficulté de devoir faire des choix. Et les retours qu'il faisait, ce qu'il nous en a expliqué, c'est que c'était assez compliqué pour lui de faire des choix, et de faire des choix sur des choses sur lesquelles il n'avait pas un avis particulièrement tranché, et où quelque part il avait aussi envie que ses collègues puissent faire leurs propres choix, puisque c'était les projets qu'il portait, et il était bien en peine de pouvoir aller poser des choix sur le travail d'autres. Et lui, il aurait plutôt imaginé, ou assez régulièrement en tout cas, il renvoyait à ses collègues qu'il souhaitait plutôt, Robin, avoir plutôt un positionnement ou une construction des choix, ou une co-construction des choix. Et il souhaitait vraiment que l'équipe puisse faire ses propres choix. Et il a continué à fonctionner un peu dans cette dynamique-là, et jusqu'au clash finalement avec son équipe, puisque il s'est retrouvé réellement en conflit avec son équipe, où son équipe lui disait: mais alors que tu décides A, que tu décides B, pour nous de toute façon, peu importe, mais l'important c'est qu'à un moment donné tu décides. Parce que si tu ne décides pas, on ne saura pas vers où aller, et on ne saura pas comment y aller. Donc il faut que tu décides. Et c'est avec cette demande-là qu'il est arrivé chez nous, où on s'est dit, mais il y a sans doute quelque chose, où on s'est dit ensemble, il y a sans doute quelque chose à travailler aussi avec toi, Robin, sur les aspects de leadership, et sur les aspects de comment on se prend des décisions, et qu'est-ce qu'elle attend de toi, ton équipe, dans ce cadre-là, et dans le cadre des difficultés aussi que toi, tu peux rencontrer à travers ces décisions, ou à travers cette difficulté de choix. Catherine. Oui. Et donc, on pouvait se demander qu'est-ce qui manquait à Robin pour développer son leadership. Et en fait, généralement, on observe 3 grands blocages. En fait, depuis tout à l'heure, on est en train de dire que le leadership, finalement, ça pourrait être donné à tout le monde. Et l'intervenant Olivier dans le micro-trottoir avait l'air de dire que c'était même assez simple pour lui. Je ne sais plus comment il a dit, mais on peut faire ça et puis hop. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire hop et de développer notre leadership? Et donc, on pourrait identifier 3 blocages principaux. Tu peux les passer à la slide suivante, s'il te plaît, Vincent. Donc, les 3 blocages, vous les voyez. Le premier, c'est par rapport à la confiance en soi. Le fait de pouvoir se dire, c'est pas pour moi, en fait, ça, le leadership. Donc, la confiance en soi, c'est la capacité à croire qu'on est capable d'aller vers là où on veut aller. Je vois souvent en coaching des personnes pour qui ça peut être un premier blocage, c'est simplement, je ne crois pas que c'est possible, quoi. Ça ne me semble pas accessible. Tandis que ceux qui, à l'inverse, se fixent l'objectif et se disent, je vais travailler pour, alors ils y arrivent, quoi. Donc, c'est le premier blocage, c'est la confiance en soi. Un deuxième blocage, c'est l'affirmation de soi. Et là, c'est peut-être le cas de Robin, c'est qui est-ce que je suis moi pour décider, ou bien je n'ose pas parler en public. Voilà, tous ceux qui ont du mal à prendre leur place et à occuper l'espace peut-être, vraiment à s'affirmer vers l'extérieur. Le troisième type de blocage, c'est avoir de l'impact. Et là, c'est la capacité à faire bouger les autres, en fait, à orienter l'action, à motiver, à voir que ce que nous, on fait ou la manière dont on est,
elle va influencer le réel, influencer voilà, l'action, faire bouger les choses comme on a envie qu'elles bougent, quoi. Donc, 3 blocages. Je vais vous renvoyer à mon petit WooClap pour vous sonder un petit peu. On a tous, voilà, tous nos forces et tous nos blocages, nos points faibles. Et j'ai envie de vous demander, je vous remets le lien dans la conversation, et pour vous, finalement, vous qui êtes là ce soir, à votre avis, vers quel type de blocage êtes-vous plutôt, par quel type de blocage êtes-vous plutôt freiné pour développer votre leadership, plutôt à l'interne, votre confiance en vous, votre capacité à développer votre leadership, ou bien l'affirmation de vous, prendre sa place dans un groupe, prendre sa place dans son organisation, ou plutôt le fait d'arriver à faire bouger les autres, d'avoir de l'impact. Et donc, il semblerait qu'on est entre avoir de l'impact et l'affirmation de soi, que la confiance en soi serait plutôt pour vous, pour 15 personnes, plutôt votre point faible, et pour les autres, voilà, plutôt comment est-ce que je fais bouger les autres, comment est-ce que j'ai de l'impact, et comment est-ce que je m'affirme, et comment est-ce que je prends ma place. Donc, l'école de leadership dont on voulait parler aujourd'hui aussi, c'est sur cette base, ces 3 blocages-là, en fait. Donc, notre réflexion pour construire ce parcours de formation, c'était de se dire, j'en dis quelques mots et après, on viendra avec du contenu, je vous rassure. L'idée de ce parcours, c'était de se dire, mais en fait, on va en formation, on apprend des théories de management, des outils de management, mais comment est-ce qu'on fait pour vraiment intégrer ces outils et développer son propre leadership? Et donc, le principe de cette école, à partir de ces blocages qu'on a déclinés en 7 axes, mais on vous en dira encore un mot tout à l'heure, c'est voilà, vraiment travailler, apprendre, structurer sa réflexion, tester des choses, recevoir du feedback pendant ce parcours pour pouvoir augmenter son leadership sur ces 3 dimensions, confiance en soi, affirmation de soi et avoir de l'impact. Et je vois qu'une personne me demande, c'est quoi la différence entre confiance et affirmation de soi? Donc, la confiance en soi, c'est plutôt la capacité, enfin, la croyance que je suis capable d'aller vers là où je veux aller. Donc, j'ai confiance dans ma capacité à le faire. Et l'affirmation de soi, c'est plutôt le fait… Donc, la confiance en soi, c'est de moi à moi, en fait. C'est moi, je crois que je peux y arriver. Et l'affirmation de soi, c'est plutôt tourner vers l'extérieur, c'est je vais prendre ma place, je vais peut-être parler en public, je vais oser décider, je vais m'affirmer par rapport à l'extérieur, quoi. On vous a parlé de 3 clés dans l'invitation à ce webinaire. Alors évidemment, ces 3 clés-là, on ne va pas être exhaustif et vous n'allez pas évidemment avoir toutes les réponses à vos questions aujourd'hui, mais on espère que vous en aurez quand même certaines et quelques pistes pour avancer et pour pouvoir justement travailler votre leadership. Et donc, le premier, par rapport à la confiance en soi, la clé qu'on vous propose, c'est comment développer votre potentiel d'inspiration. Développer son potentiel d'inspiration, on pense que ça vient d'abord de l'intérieur, en fait. C'est comment est-ce que vous allez, en travaillant à partir de l'intérieur de vous-même, vous nourrir pour pouvoir inspirer les autres. Comment est-ce que vous allez vous laisser inspirer aussi. Et donc, on a identifié pour ça 4 thèmes, 4 questions à vous poser. La première que j'ai mise en noir, là, le pourquoi. C'est d'abord, pourquoi est-ce que vous avez envie d'entraîner les autres avec vous? Dans quel contexte vous êtes et dans quel contexte vous allez exercer votre leadership? Est-ce que vous êtes convaincu de là où vous voulez emmener les autres? Et si oui, c'est quoi le sens pour vous? Peut-être qu'est-ce qui vous remue, qu'est-ce qui vous donne envie de débattre, de donner des arguments, de bouger. C'est vraiment le sens de l'action, le pourquoi vous êtes là, quoi. Alors, juste à côté, on a les besoins. Moi, je vois énormément en coaching, en formation aussi, des personnes qui me disent, et surtout en ce moment avec le Zoom, on y est d'ailleurs encore maintenant, qui me disent, moi, je suis devant Zoom de 8h du soir à 18h, de 8h du matin à 18h, je n'ai pas le temps d'aller aux toilettes, je n'ai pas le temps d'aller manger. Et je crois que certains d'entre vous qui sont là dans l'assemblée se disent peut-être, ah, elle pense à moi, parce que je crois qu'il y en a parmi vous. Et donc,
voilà, qui laissent de côté leurs besoins, même les besoins du corps, quoi, donc les besoins de repos, les besoins physiologiques, les besoins peut-être aussi intellectuels. Donc voilà, quels sont mes besoins et est-ce que j'y prête attention, quoi. Est-ce qu'on peut se donner les moyens d'inspirer les autres quand on n'est pas bien et quand on ne répond pas à ses propres besoins? Alors, l'autre revers des besoins, pour aller même un peu plus loin, c'est les sources de plaisir aussi. Qu'est-ce qui me donne de la joie? Je pense que inspirer les autres, c'est aussi quand on éprouve du plaisir, quand on éprouve de la joie. Et donc, comment est-ce qu'on peut cultiver ces sources de plaisir au travail et comment est-ce qu'on peut alors du coup mieux rayonner pour pouvoir inspirer les autres? Et alors, les qualités. Alors là aussi, j'en vois beaucoup, beaucoup en coaching et je crois que c'est aussi notre civilisation occidentale. On est beaucoup focus sur ce qui ne va pas trop, sur ce qui nous manque, sur ce qu'on ne sait pas faire. Alors qu'en fait, on pourrait aussi se dire, mais quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que je sais déjà faire? Et peut-être mettre aussi l'accent sur ça pour pouvoir en être fier aussi et qu'en étant fier de soi, on puisse aussi inspirer les autres. Donc, en pratique, l'idée, donc, avec ces 4 thèmes pour développer votre potentiel d'inspiration, c'est de prendre du temps pour ça. Formation gestion du temps dit il faut au minimum une demi-journée par semaine pour faire du travail de fond. Hein. C'est toi, Vincent, qui m'a appris ça. C'est de prendre du temps pour déjà connaître ses besoins, ses sources de plaisir, le pourquoi on est là, ses qualités. Donc, prendre du temps pour ça. Et puis, faire fonctionner son intuition, aussi sortir un peu du mental. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Quels sont mes besoins? Voilà, c'est aussi peut-être, quand on réfléchit à ces questions-là, sortir, aller se promener ou colorier, que sais-je, mais écouter de la musique, utiliser aussi notre cerveau droit au travail. Et puis, échanger avec vos proches, avec vos amis, avec vos collègues, qui peuvent aussi être un miroir pour vous et peut-être vous aider aussi, notamment par rapport à vos qualités. Et puis prendre le temps de faire fructifier ça. Si vous voulez avoir du leadership, prenez du temps pour vous. C'est déjà la première chose que vous pouvez faire. Si vous ne prenez pas de temps pour vous, c'est vraiment compliqué de rayonner, d'inspirer les autres. Alors, de façon très pratique, je vais vous proposer 2 exercices. Un premier avec lequel vous repartirez et que vous ferez chez vous. Et le deuxième, on pourra déjà le commencer maintenant. Donc, le premier exercice pour repérer vos qualités, et certains d'entre vous l'ont sans doute déjà fait, peut-être si vous avez fait des coachings ou des réorientations professionnelles, mais demandez autour de vous, demandez à 3 personnes ce pourquoi vous êtes doué ou ce pourquoi vous êtes doué j'ai oublié le petit qui est important pour moi. Donc, et vos amis, vos proches, vos collègues, ils sauront vous répondre parce qu'ils seront peut-être moins modestes que vous si vous l'êtes. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes doué? Et puis, faites la liste de vos réussites, de moments dont vous avez été fiers et essayez d'en déduire quelles sont les qualités qui étaient révélées dans ces moments-là. Et puis, entouré de cette grande liste de qualités que vous allez avoir avec les 3 personnes que vous allez interroger et avec votre liste de réussites, entourez les 3 qualités que vous préférez, les qualités que vous avez et que vous aimez bien chez vous. Et rendez-les visibles, accrochez-les dans votre bureau, mettez-les sur un fond d'écran, mais essayez de les voir. Et en fait, en vous parlant, je me rends compte que je l'ai fait moi, il y a déjà quelques mois, je l'avais oublié parce que je le vois là. J'avais reçu un jour un mail d'une de mes collègues qui m'avait dit voilà ce que j'aime, Catherine, chez toi. Et donc, voilà, en toute modestie, je l'ai écrit avec plein de couleurs, parce qu'en plus, moi, j'aime bien les couleurs. Et donc, je le vois là, et donc, ça me fait du bien. Et voilà. Alors, un exercice suivant. Provoquer la joie. Alors, je ne sais pas quelle place vous donnez à la joie et au plaisir dans votre travail. Si vous vous accordez cette joie et ces plaisirs, je l'espère pour vous. Sinon, c'est vraiment le moment de commencer à partir d'aujourd'hui ou bien au plus tard demain matin. Faites la liste de vos 10 plus grands moments de joie. Et donc, ce n'est pas forcément des moments au travail, c'est peut-être un moment familial, un moment avec des amis, un moment personnel. Faites la liste de 10 moments de joie et méditez, j'ai mis carrément, méditez leur pourquoi. Qu'est-ce qui vous avait rendu joyeux dans ces moments-là? Est-ce que c'est parce que vous étiez en contact avec d'autres personnes? Est-ce que c'est parce que vous ressentiez peut-être, que vous étiez en contact avec, enfin vraiment en connexion avec quelqu'un ou peut-être même de l'amour? Est-ce que vous aviez réussi quelque chose? Est-ce que c'était quelque chose qui vous faisait du bien? Et donc, tirez-en les conclusions pratiques pour favoriser ces joies au quotidien.
Moi, j'ai fait cet exercice aussi. Et par exemple, je me suis rendu compte de l'importance de la musique dans ma vie. La musique, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Je fais du piano, j'écoute beaucoup de musique dans la voiture. Voilà. Et donc, avant de donner une formation, comme tout le monde, il y a des jours où je suis un peu plus down que d'autres. Et ces jours-là, en particulier, avant que ma formation commence, je mets de la musique. Voilà, je choisis une musique qui me plaît. Voilà, je prends vraiment le temps de me ressourcer, de me donner du plaisir et de la joie pour pouvoir plus rayonner et plus inspirer aussi les autres. Alors, je vous ai promis de commencer cet exercice et je vous propose de le faire déjà. Prenez une minute maintenant et réfléchissez peut-être pas à vos 10 plus grands moments de joie, ça ce sera votre petite tâche à la fin de ce séminaire, mais de réfléchir à un moment de joie ou un moment de plaisir que vous avez et de noter dans le chat, parce que ça nous inspirera comme ça aussi, comment est-ce que vous cultivez ces sources de plaisir au travail, ces sources de joie. Moi, j'ai dit la musique. À quoi est-ce que vous pensez encore quand vous pensez plaisir et joie au travail? Voilà, je vois mes enfants. Alors, les enfants, on peut se dire, au travail, ils ne sont pas là, mais prenez une photo de vos enfants, mettez-la sur votre fond d'écran et regardez-les quand de temps en temps, quoi, ça fait du bien. Les échanges vrais, ma famille, l'informel. Voilà, prenez du temps et encore plus maintenant en télétravail pour favoriser ces contacts, pour rire, pour parler d'autre chose que du boulot, pour remercier. Voilà, la méditation, mais oui, prenez du temps pour faire des méditations, même très très courtes. Le sport, faites des pauses. Voilà, échanger autour d'un film ou d'un livre, moi aussi j'adore ça. Jouer de la musique, partager la passion avec d'autres. Moi aussi. Après, j'ai parfois des problèmes, j'ai pas assez de monde pour partager mes passions, donc voilà. Appel à ceux qui veulent partager mes passions. La convivialité, l'amour, mais oui, voilà. Télétravailler en face de mon homme, oh, c'est beau. Voilà. Et donc, voilà, prenez du temps pour cultiver tout ça et c'est à votre portée et c'est déjà votre premier pas pour développer votre leadership. C'est quand même une bonne nouvelle, ça. Hein. Cuisiner, Laurent. Ben oui, faites-vous des bons petits plats. Je te cède la parole, Vincent, pour la deuxième clé, construisez votre légitimité. Absolument, puisqu'on a parlé de la confiance en soi. Évidemment, on n'a pas abordé toute la question de la confiance en soi, mais l'idée est maintenant, évidemment, de parler de l'affirmation de soi et plus particulièrement de la légitimité, puisque vous vous souvenez de notre copain Robin, là, dont la question était, mais enfin, qui je suis pour décider? Et lui, la difficulté qu'il avait, c'était, je ne me sens pas très légitime pour décider. Et on avait beau en discuter avec lui, il était nécessaire quand même de pouvoir aller travailler un petit peu ça. Alors la légitimité, ça se construit, en effet. Alors, on va distinguer deux types de légitimité. La première légitimité, la première chose qu'on lui a dit, c'est qu'il avait une légitimité qui était formelle, c'est-à-dire il avait été choisi, il avait postulé pour cette fonction et il avait été choisi par d'autres pour occuper cette fonction. Il avait donc une légitimité formelle contractuelle pour assumer une responsabilité d'équipe. Et je me permets juste un petit clin d'œil au directeur de ma toute première institution qui m'a donné justement cette opportunité de devenir responsable d'équipe. Et je vois qu'il a vu qu'il s'est senti concerné. Et donc, l'idée, c'est que cette légitimité-là, quelque part, elle lui est offerte, mais ça lui donne un certain pouvoir. Et Max Weber fait bien la différence entre le pouvoir et le leadership, c'est-à-dire que le pouvoir, ça va lui permettre de pouvoir faire faire à d'autres des choses que les autres n'auraient pas fait s'ils n'avaient pas été là. Et donc, en effet, il va avoir un impact sur la to-do list des personnes qu'il a au sein de son équipe. Il va y avoir... il va avoir cette légitimité de pouvoir, quelque part, avoir une influence sur ses collaborateurs. Mais s'il n'a que cette légitimité-là, fort probablement qu'alors il va devoir utiliser soit la contrainte, soit la manipulation. Et ces deux outils qu'il a à sa disposition
vont avoir un impact relativement limité ou un impact en tout cas qui ne pourra pas avoir sur le long terme. Et donc, il va falloir qu'il développe autre chose. Et c'est là qu'il va y avoir quelque part la légitimité d'adhésion, c'est-à-dire la légitimité dont parlaient nos témoins tout à l'heure, hein, c'est le fait d'être suivi dans une idée ou dans une action par une adhésion qui soit une adhésion volontaire, c'est-à-dire que ces collaborateurs croient en ce qu'ils font ou en ce qu'ils disent. Alors, vous voyez qu'il y a quand même on n'a pas mis des cercles complètement séparés, ou des ensembles complètement séparés, puisque évidemment, l'un et l'autre ne sont pas du tout incompatibles, et fort heureusement. Alors, il y a 4 vecteurs, et c'est un outil qui a entre autres été développé par Michel Verstraeten, que vous avez vu tout à l'heure, notre collègue. Il y a 4 vecteurs sur lesquels on peut travailler la question de la légitimité. C'est travailler sur le canal collectif et le canal individuel, et travailler sur le canal identitaire et le canal de la norme, le canal de normativité. Ça va nous donner 4 possibilités, ou 4 possibilités complexes, si on croise le collectif individuel d'une part et l'identité norme de l'autre. Ça va nous donner 4 possibilités, ou 4 pistes en tout cas très concrètes de travail. La première, c'est le travail sur le nous. Alors, travailler le nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la fois construire une identité qui est une identité collective, et donc c'est quelque part construire l'identité de l'équipe. C'est pouvoir construire un collectif harmonieux, c'est travailler pour l'intérêt du groupe, pour la dynamique, pour l'ambiance, travailler sur la cohérence des pratiques, travailler sur une série d'éléments qui vont permettre à chacune et à chacun de pouvoir travailler ensemble. On aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs juste après, puisque dans la troisième clé, on abordera la question de la cohésion et de la cohésion d'équipe. Et donc, travailler la cohésion, ce sera aussi, entre autres, ces aspects-là. Donc, développer, construire une identité collective, une identité d'équipe, travailler sur le nous. Il y a également un aspect individuel à l'identité qui vont être le travailler sur le moi. Alors, c'est-à-dire, c'est pas travailler sur le moi uniquement moi en tant que leader ou en tant que manager de l'équipe, c'est travailler sur le moi de chacun. C'est-à-dire travailler sur permettre en fait aux membres de l'équipe d'évoluer de manière individuelle, donc travailler sur leur motivation, travailler sur leurs compétences, leur permettre de s'améliorer dans leur travail, leur offrir la possibilité de s'impliquer dans le travail, ce qui va faire vraiment augmenter la légitimité du chef. C'est-à-dire au plus les collaborateurs vont se sentir impliqués dans les actions, au plus la légitimité du chef sera renforcée. Et donc, évidemment, ça va nécessiter des attitudes de respect, ça va nécessiter des attitudes voire des comportements permettant la reconnaissance. Hein, on en parlait, c'est quelque chose que vous mettiez dans le chat tout à l'heure. Vous avez aussi également abordé la question de la confiance tout à l'heure, et donc vraiment à la fois de la confiance dans l'équipe, sur le nous, mais aussi de la confiance individuelle en chacun. Et cette confiance, elle est réciproque. Si vous souhaitez que votre collaborateur vous fasse confiance, il va être nécessaire que vous lui fassiez confiance. Et donc, à un moment donné, ce n'est pas une confiance aveugle, hein, ce n'est pas ça qui est demandé, mais c'est en tout cas une confiance a priori qui permette de pouvoir amorcer cette réciprocité de la confiance. Ça, c'est pour les aspects d'identité. À côté de ça, il y a les aspects normatifs, les aspects de normes. Alors, dans le canal collectif, les aspects de normes, comment est-ce que ça va se marquer? Mais c'est quelqu'un qui le leader, il va, pour asseoir sa légitimité, il va agir sur la conformité qu'il peut avoir avec les valeurs de l'organisation. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il est en phase avec les valeurs de l'organisation dans ses comportements, dans ses attitudes? Il en est le garant, et donc il va garantir aussi à ses collaborateurs cette mise en phase avec les valeurs. Ça, c'est un premier côté, mais c'est aussi la conformité. Est-ce qu'il a fait ses preuves? Est-ce qu'il mérite
d'être le chef au final? Et donc, on va donner la légitimité à quelqu'un en qui, quelque part, on croit et qui représente ou qui correspond aux valeurs et aux valeurs de l'organisation auxquelles on croit. Et donc, ça va passer par son expérience, ça va passer par ses qualités, ses connaissances, etc. Et donc, ça veut dire aussi par la communication de ces différents éléments pour aller asseoir sa légitimité en communiquant sur le fait qu'il est bien en phase avec les valeurs. Et enfin, le dernier cadran, le cadran normatif individuel, ça va être toute la question des attendus qu'on a par rapport au rôle du leader. Ce qui va lui donner la légitimité, c'est est-ce qu'il assume son rôle ou en me permettant ou en remplissant en tout cas les attendus que j'ai par rapport à à la fonction qu'il occupe. Par exemple, moi, un chef, j'attends qu'il soit à l'écoute de moi. Moi, un chef, j'attends qu'il assume les choix, pour reprendre l'exemple de Robin, et les éléments que l'on a travaillé avec lui. Pour moi, la légitimité d'un chef, elle repose aussi sur le fait qu'il soit reconnu par les partenaires, par exemple, et que donc il ait la construction de ces relations avec les partenaires. Donc, ces 4 vecteurs, ces 4 canaux que sont les canaux collectifs, individuels, identité et normes, permettent d'avoir 4 vecteurs de travail qui sont travaillés sur le nous, sur le moi, sur la conformité avec les valeurs et sur les questions, les questions de rôle par rapport à ça. Donc, très concrètement, la légitimité, ça se construit comment? Ça se construit soit en aidant les membres de l'équipe à se renforcer de manière individuelle et de manière collective, soit en agissant en toute conformité avec les attentes, à la fois vis-à-vis de mon rôle de responsable, mais aussi vis-à-vis des valeurs que l'organisation peut développer. Alors, ce qui est intéressant avec ces 4 vecteurs, c'est qu'ils ne sont pas nécessaires tous les 4 simultanément. C'est-à-dire qu'on peut développer un vecteur et être peut-être moins fort dans un autre. Et le fait de développer un vecteur va asseoir la légitimité et au fur et à mesure, ou au cours du temps, on va pouvoir alors aller développer les autres, voir peut-être si ce n'est pas du tout notre fort, ne pas du tout développer les autres. Mais il y a quand même un point d'attention par rapport à ces 4 vecteurs, c'est-à-dire que l'idée n'est pas que nous sommes obligés de développer les 4, mais l'idée est d'être quand même attentif au fait que si nous développons des comportements négatifs par rapport à un des 4, là, malheureusement, on va quand même venir éroder la légitimité que l'on peut avoir et donc se placer aussi ou renforcer peut-être une illégitimité aux yeux de son équipe. Mais peut-être s'il fallait retenir qu'une seule chose, c'est qu'un des vecteurs peut suffire et que la légitimité, ce n'est pas quelque chose qui est acquis d'emblée, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure de l'expérience, au fur et à mesure de la collaboration avec votre équipe, va se construire. Catherine, est-ce que tu souhaites oui, je peux donner un exemple? Oui, bien sûr. Mais ce que tu es en train d'expliquer me fait penser à un directeur que j'ai connu qui avait un problème de légitimité avec un membre de son équipe. Et en fait, j'étais en train de parcourir le petit tableau là pour voir ce qui se passait. Et donc, je crois que c'est quelqu'un qui cherchait fort à développer le moi, le collectif peut-être un peu moins, mais qui agissait tout à fait en conformité avec les valeurs. Mais en fait, par rapport au rôle, la représentation du rôle de directeur était différente pour l'un et pour l'autre. Donc, le directeur, il avait plutôt un management participatif, et tandis que la personne qui travaillait dans son équipe avec qui ça posait problème, il avait la représentation qu'un directeur décide. Et en fait, c'est seulement quand ils ont réussi à s'accorder là-dessus qu'il a commencé à estimer que son directeur était légitime. Parce que quand tu disais action en conformité avec le rôle,
il faut encore s'accorder sur ce que ça veut dire, ce rôle, quoi. Et donc, ça peut être intéressant aussi de mettre des mots là-dessus. C'est quoi pour moi un chef, quoi, ou un directeur, voilà, ou un responsable. Et voilà. Et là, en tout cas, dans le cas de la personne à laquelle je pense, c'est quand ils ont commencé à mettre des mots dessus que la légitimité s'est construite. Tout à fait. Ça va faire d'ailleurs écho à un des axes de travail par rapport à la cohésion, puisque c'est intéressant ou c'est bien de développer la confiance en soi, c'est intéressant et c'est important de développer l'affirmation de soi, mais il y a encore, on vous avait promis une troisième clé. Ça rejoint aussi la question de l'impact que l'on peut avoir et que l'on peut avoir sur ses collègues, que l'on peut avoir sur son équipe. Et on a choisi, avec Catherine, on a choisi de vous présenter cette dimension-là à travers le fait de fédérer votre équipe autour de vous et quelque part aussi de pouvoir l'envisager en abordant la question de la cohésion d'équipe. Alors, il y a toute une série de théories qui ont été écrites sur la cohésion. Nous, on avait envie de vous partager 6 axes. 6 axes qu'on a estimés judicieux en fonction de notre expérience et en fonction des lectures qu'on a fait depuis quelques années. Et donc, c'est une théorie qui, a priori, à la base, aujourd'hui, n'existe pas, si ce n'est parce que maintenant, on vous la partage en réfléchissant sur ces éléments-là. Le premier, l'importance d'assurer un sentiment de sécurité. C'est-à-dire qu'un collègue, un ou une collègue, un collaborateur ou une collaboratrice va quelque part avoir envie de vous suivre si vous lui assurez un certain sentiment de sécurité. Alors, ça va passer par quoi? Ça va par exemple passer par la liberté de parole. Ça, c'est certainement un des éléments qui permet d'assurer le sentiment de sécurité. Liberté de parole, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir échanger, la possibilité ou la liberté de pouvoir s'opposer aussi au leader, la possibilité de pouvoir lui demander de l'aide, lui demander certains éléments, lui demander aussi à certains moments de pouvoir être dégagé aussi de certaines choses, la possibilité, la liberté de parole aussi par rapport à l'humour. Est-ce que j'ai la possibilité de faire de l'humour ou est-ce que je n'ai pas la possibilité de faire de l'humour? Et donc, toute cette liberté de parole est nécessaire si la personne ne se sent pas jugée et ne risque pas ou n'a pas des craintes de remontrance derrière en disant « oui, mais tu m'as dit ça » ou bien « tu as fait ça » ou « tu as fait une blague, là, j'ai vraiment pas apprécié ». Et donc, c'est un des axes certainement qui va favoriser le sentiment de sécurité. Le fait d'être intègre et juste aussi. Intègre et juste, il y a aussi toute la dimension de prévisibilité. Est-ce que la personne se sentira en sécurité avec son manager et donc aura envie de le suivre et envie de travailler avec lui si cette personne a un comportement prévisible? C'est-à-dire que si elle va le voir avec une demande, elle sait qu'il n'est pas soupe au lait, qu'il ne va pas être un jour très mal luné et qui va la remballer, et puis le lendemain qui va l'accueillir de manière un peu euphorique. Et donc, c'est de pouvoir assurer cette prévisibilité ou de pouvoir en tout cas avoir une certaine cohérence et une certaine constance dans les comportements que vous pouvez avoir et les comportements que vous pouvez avoir donc évidemment dans tous les contextes. Olivier en parlait tout à l'heure dans les témoignages, c'est aussi la question de l'autocontrôle, c'est la sécurité, c'est permettre à son équipe de savoir ou d'avoir le sentiment en tout cas que je prends les bonnes décisions en fonction de l'objectif et malgré peut-être les tentations de facilité. Donc c'est vraiment la question de le leader, je vais lui faire confiance, je vais avoir envie de le suivre s'il a de l'autocontrôle.
Et c'est aussi la personne qui va amener une sécurité parce qu'il va structurer le travail. Il va cadrer le travail. Le cadre peut être bien sûr contraignant, mais le cadre est aussi sécurisant. Donc, assurer un sentiment de sécurité, liberté de parole, le fait d'être intègre, d'être juste, d'être cohérent, prévisible dans son comportement, le fait d'avoir de l'autocontrôle et le fait de pouvoir apporter une structure et un cadre. Ça, c'est vraiment le sentiment de sécurité. Le deuxième axe qu'on avait envie de vous proposer, c'était le fait de créer une certaine solidarité de chemin, de contraintes et d'exigences. Alors, on parlait tout à l'heure justement des rôles, le fait de se mettre d'accord, mais derrière ces éléments-là, et qu'on aurait pu retrouver aussi par rapport au sentiment de sécurité, hein, il va y avoir toute la question de la fidélité, c'est-à-dire la fidélité à la fois dans les moments difficiles et puis aussi dans les moments qui sont les moments de réussite. C'est-à-dire, est-ce que j'ai la possibilité d'aller voir mon chef, je vais avoir envie de le suivre, mon N+1, mon N+2, le responsable de mon projet, parce que ça ne doit pas forcément être un leader. Le leadership peut aussi être de la gestion d'équipe, de collaboration dans lequel il n'y a pas de rôle hiérarchique. Hein. Ça rejoint bien ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la légitimité d'adhésion. Mais donc, je vais avoir envie de suivre quelqu'un qui va être là dans les mauvais moments comme dans les bons moments. Et même, je vais avoir envie de suivre quelqu'un qui va me permettre aussi de pouvoir briller dans les bons moments. Et on aura l'occasion d'y revenir au moment de la question des intérêts et susciter les intérêts. Mais il est là. Il est là à tous les moments. Il est là, donc ça veut dire qu'il va aussi être là par solidarité. Et donc, il va aussi assumer ses responsabilités en cas d'échec. Et puis, il va aussi accepter de pouvoir se remettre en question par rapport à ces éléments-là, par rapport aux éléments d'échec, c'est-à-dire d'assumer sa part de responsabilité et de pouvoir entendre aussi de ses collaborateurs que peut-être il a foiré sur certains points et qu'il y a sans doute des choses à faire évoluer. Donc ça, c'est aussi un des facteurs de cohésion, d'adhésion. Et le dernier, par rapport à la solidarité de chemin de contraintes et d'exigences, c'est le fait aussi que le leader, il s'intéresse aux problèmes des autres. C'est-à-dire que c'est intéressant, on l'a dit tout à l'heure, de fêter les bons moments, mais c'est aussi intéressant de pouvoir mettre les mains dans le cambouis au moment où ça ne va pas. Et donc, c'est pouvoir aller poser des questions, pouvoir être proactif par rapport aux difficultés que les autres peuvent rencontrer. Dans le cadre d'une réunion, par exemple, avoir la possibilité de se rendre compte que le non-verbal d'un des collaborateurs est peut-être sur certains éléments, il s'est peut-être senti en difficulté, ou il s'est senti en difficulté par le retour des autres au sein de l'équipe. C'est OK, comment est-ce qu'on va porter ça ensemble? Comment est-ce qu'on va, comment moi je vais mouiller mon maillot, je vais mouiller ma chemise et je vais venir avec toi et je vais être solidaire aussi face à tes difficultés. Donc, créer une solidarité de chemin, de contraintes, d'exigences, c'est être au clair sur, de fait, les exigences, les contraintes des uns des autres, mais c'est aussi assurer la fidélité, dans les bons moments comme dans les mauvais, c'est assurer la solidarité et l'acceptation des responsabilités des uns et des autres, et donc de ses propres responsabilités par rapport à des échecs, et c'est le fait de s'intéresser aux difficultés, de s'intéresser aux problèmes des autres, et d'en faire si pas les nôtres, à soi, d'en faire les nôtres à nous deux ou à nous avec mon équipe. Donc, assurer un sentiment de sécurité, créer de la solidarité de chemin, ce sont les deux premiers points. Le troisième point, c'est susciter la connaissance réciproque. Alors, on va avoir tendance à faire confiance à des personnes que l'on connaît. C'est un peu la question de la mêmeté. La mêmeté, c'est un terme qui n'existe pas, mais c'est le fait d'être le même. Et on construit l'identité des autres en fonction de deux éléments, hein, en fonction de la similarité et en fonction de la singularité. On a tous un nom de famille, on s'inscrit dans une identité collective, mais on a tous un prénom qui est différent. Et quand vous allez à la maternité, vous avez évidemment tendance à aller
relever peut-être des éléments qui font penser que ou qui amènent à dire que. Et donc, on peut dire, tiens, il ressemble, il allait traiter de tante Jeanne, il a le menton de tante Nicole, etc. etc. Juste, alors là, de nouveau, hein, peut-être que je l'ai déjà dit à certains, mais c'est toujours plus intéressant si vous allez à la maternité, n'hésitez jamais à dire il ressemble à son père, parce que ça le rassure toujours. La mère, elle sait toujours qu'elle est la mère, le père, ben voilà, il n'a pas forcément des doutes, mais ça le rassure quand même de savoir que son enfant lui ressemble, et donc n'hésitez pas à le renforcer dans cette conviction-là. Et donc, au-delà de la question de la bouteille, de la question d'être sur la même thé, on va partager avec quelqu'un, on va avoir envie de suivre quelqu'un qui nous ressemble. C'est-à-dire que ça va être intéressant alors, très concrètement, de pouvoir aller créer du lien avec ses collaborateurs, aller créer du lien avec les gens avec qui on travaille, pouvoir ouvrir les portes, être disponible et assurer cette disponibilité, cette ouverture, cette possibilité d'ouverture. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de favoriser les moments de relation d'humain à humain. Sortons aussi de nos rôles. Et c'est ça qui va permettre aussi de pouvoir adhérer ou être, oui, aux personnes d'adhérer aussi et de vous suivre. Sortons de nos rôles et soyons aussi de temps en temps dans un rôle d'humain à humain. Ça permet, c'est une anecdote, mais c'est l'occasion, une personne à qui régulièrement on lui dit, parce qu'on est son N+1 ou pas, ou parce qu'on est coordinateur du projet, on lui dit, mais ceci, tu ne l'as pas fait, ou ça, c'est peut-être à recadrer, et où on vient avec des éléments qui sont toujours des éléments un peu négatifs ou des éléments de boulot. C'est intéressant aussi de lui dire, ben, tiens, j'ai remarqué que tu avais des nouvelles lunettes. Tiens, tu as une nouvelle veste, elle te va bien, c'est chouette. Alors, ça peut paraître totalement anecdotique, mais le fait de reconnaître à quelqu'un qu'il a des nouvelles lunettes, ça fait juste, ça lui signifie juste qu'il n'est pas que votre collaborateur ou il n'est pas que un membre du projet, il est aussi une personne et que vous pouvez aussi le reconnaître dans ce cadre-là, dans le cas de cette personne. Et donc, n'hésitez pas aussi à aller mesurer les intérêts personnels, les passions communes. Si vous avez, on parlait de balades, de randonnées tout à l'heure, ben, allez discuter des coins que vous avez été visités, allez discuter de ces éléments-là. Ça va vous permettre de pouvoir être les mêmes sur certains éléments et ça va faciliter la cohésion, ça va faciliter l'adhésion de vos collaborateurs par rapport à ça. Donc, citez la connaissance réciproque, 3 pistes, ouvrez les portes, créer du lien, favoriser d'humain à humain et aller chercher, aller développer des discussions sur des intérêts personnels, sur des passions que vous pouvez avoir en commun. Les 3 premiers. Le 4e, c'est susciter les intérêts et garantir l'équilibre. Alors, je réponds à le PowerPoint, enfin les notes en tout cas pourront être disponibles également. Donc, je réponds tout haut à une question qui a été posée si vous n'avez pas eu l'occasion, parce que je me rends compte évidemment qu'on va vite ou qu'on donne toute une série d'éléments qui peuvent être intéressants, et donc on aura aussi la possibilité de pouvoir partager ces éléments-là par écrit. Susciter les intérêts et garantir l'équilibre, un leader va être suivi si, permettez-moi l'expression, s'il ne roule pas que pour lui. J'allais le dire autrement, mais je vais le dire de manière moins vulgaire comme ça. Oui, je suis assez... Oui, en privé, c'est pas comme ça. Hein. Si vos collaborateurs, quels qu'ils soient, de nouveau, que ce soit des membres de votre équipe ou des membres du projet que vous leadez, si vos collaborateurs ont l'impression qu'en fait, vous roulez pour vous, ben, l'adhésion sera nettement moindre que s'ils se rendent compte qu'en fait, vous roulez pour l'ensemble de l'équipe et qu'eux aussi, à un moment donné, ils vont pouvoir avoir leur espace de retour, de rétribution. Et donc, c'est pour ça que c'est assez important et assez intéressant aussi d'envisager des espaces de discussion autour à la fois de la contribution des gens, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'ils sont prêts à amener, et donc, il n'est pas l'impression qu'il n'y a qu'eux qui bossent et que les autres, en fait, n'en touchent pas une.
et aussi quel est le retour, quelles sont les rétributions qu'ils vont avoir par rapport à la contribution qu'ils donnent. Et ça leur permettra aussi de pouvoir équilibrer et de faire des choix écologiques, donc d'avoir peut-être davantage de bénéfices que ce qu'ils dépensent pour avoir ces bénéfices. Donc vraiment, aller susciter l'équilibre et garantir cet équilibre d'intérêt. Je reviens sur ces éléments-là. Un bon leader est un leader qui va aussi faire briller ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'il va les pousser dans le dos et qui va les amener à pouvoir aller briller. On va présenter un projet, on est dans une direction, on est plusieurs collaborateurs à avoir travaillé sur un projet, on va aller le présenter au conseil d'administration. Prenez votre collaborateur avec vous. N'hésitez pas, ou prenez vos collaborateurs avec vous. Et qu'ils puissent aussi aller juste mesurer la satisfaction dans les propos et dans les yeux des administrateurs qui sont autour de la table, des administrateurs, des partenaires, des clients, de qui vous imaginez aussi. 4e point, visiter l'intérêt, garantir l'équilibre. Ne l'idée pas juste pour vous et discutez, offrez des espaces de discussion sur les contributions et sur les rétributions sans tabou. Le 5e point, et il n'en reste plus qu'un après celui-là, c'est l'explicitation et la négociation autour des valeurs. Alors, quand on parle de valeurs, on a plein de mots, plein de grands mots qui nous viennent en tête. Prenons aussi le terme valeur pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte vraiment pour nous et qu'est-ce qui compte vraiment pour l'organisation. C'est ça, une valeur. Et donc, c'est intéressant aussi d'aller discuter de ce que c'est les valeurs de l'organisation. C'est intéressant aussi d'aller échanger. Est-ce qu'on est au clair? Est-ce qu'on est en phase sur ces valeurs? C'est super. Il y a une magnifique affiche dans le couloir de ce que c'est le partage d'informations. Partage d'informations, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Le secret professionnel, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Ok, qu'est-ce que ça veut dire le secret professionnel pour toi? Où est-ce qu'il s'arrête? C'est l'occasion de parler du secret professionnel partagé, c'est l'occasion de parler de toute une série d'éléments qui vont aussi nous parler. Mais est-ce que les valeurs, est-ce que ce qui compte pour nous vraiment, c'est discuter et est-ce qu'on est en phase avec les valeurs de l'organisation? Et ça permet aussi à chacun d'aller aussi se réapproprier les valeurs de l'organisation. Et évidemment, c'est garantir à la fois l'incarnation individuelle et personnelle de ces valeurs, dans ses comportements, dans ses attitudes, mais c'est en être garant aussi pour les autres membres de l'organisation ou les autres membres du projet. C'est garantir aussi qu'il y aura sanction si, à un moment donné, ces valeurs sont bafouées par une personne ou par une autre. Et qui dit sanction dit cadre, et qui dit cadre dit renforcement du sentiment de sécurité. Et presque que la boucle est bouclée. S'il n'y en avait pas un dernier dont on a parlé et dont, si je me souviens bien, auquel Alessandro faisait part et à qui j'avais dit qu'on y reviendrait, c'est évidemment le dernier, c'est favoriser la communication. Favoriser la communication, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire jouer sur la transparence de l'information et l'honnêteté. C'est ce que dans les aspects de confiance, on appelle l'ouverture. Est-ce que j'ai l'impression que j'ai l'ensemble de l'information ou est-ce que j'ai l'impression qu'on me cache de l'information? Si j'ai le sentiment qu'on me cache de l'information ou que le leader me cache de l'information, je vais peut-être être moins en confiance pour adhérer et pour le suivre, pour avoir envie de le suivre. Soyez honnête, jouez toute la transparence par rapport à votre vision aussi, et que votre vision soit compréhensible, mais que vous puissiez aussi, et c'est certainement quelque chose sur lequel il est important peut-être d'insister, qu'elle puisse être réappropriée par chacune et par chacun. C'est-à-dire que la vision, vous pouvez l'exprimer, vous pouvez l'avoir en tête, elle peut être claire, elle peut être nette, elle peut même être comprise, mais comment est-ce que dans mon job à moi, je me la réapproprie? Et comment est-ce que je vois, en fait, comment est-ce que je peux faire le lien aussi avec les valeurs, avec ma contribution par rapport à ces éléments-là. Donc, assurer un sentiment de sécurité, créer de la solidarité de chemin, de contraintes, d'exigences, susciter la connaissance réciproque, susciter les intérêts de chacun et garantir l'équilibre intérêt-contribution, favoriser la communication et expliciter et négocier
ce qui compte vraiment et pour vous et pour l'organisation. Et si vous travaillez sur ces 6 axes-là, alors vous allez travailler sur l'adhésion de votre équipe autour de votre projet et donc aussi autour de votre personne. Et c'est là aussi qu'on va avoir les leaders, où on va développer son leadership par adhésion. Catherine. Ce que je trouve qui est intéressant dans ce que Vincent vient de dire avec la légitimité et avec fédérer, c'est que peut-être que vous êtes étonné de vous dire, en fait, le leadership, on est là pour parler de leadership et parfois ça donne l'impression, comme Michel aussi le disait, c'est que voilà, c'est nous, c'est une espèce de charisme ou des choses comme ça, alors qu'en fait, le leadership, c'est aussi beaucoup travailler sur les autres, en fait. Je trouve, en tout cas, c'est notre vision et je trouve ça intéressant. Il n'y a pas de leader sans le groupe, quoi. Alors, Vincent, il y avait 2 questions pour toi. Il y avait la question de Samantha. Peut-on dire qu'il n'est pas possible de développer un leadership participatif à partir du moment où son équipe cherche quelqu'un qui dirige et qui décide? Après, l'intérêt, ça va être justement de pouvoir aller susciter quelque part. Chaque leader, son objectif, c'est de faire briller son équipe, c'est de développer, on en a parlé, et donc permettre quelque part aussi l'autonomie ou travailler à l'autonomie des personnes, des collaborateurs et des personnes qui vont adhérer au projet. Et donc, il va y avoir aussi quelque part, ça va aussi être intéressant de pouvoir aller réfléchir ou de pouvoir aller travailler de manière à la fois individuelle et collective sur les questions sur ces questions d'autonomie, justement. Et pour avoir un bon degré d'autonomie, si vous avez un degré d'autonomie très faible, vous allez de fait avoir un management qui va être un management directif. Hein, je fais référence au modèle de management situationnel d'Hersey et Blanchard. Et donc, votre job, ça va être de pouvoir aller développer ces éléments-là. Donc, ça veut dire que vous allez travailler à la fois sur les aspects de compétences, de renforcement de compétences ou de renforcement de sentiment de compétences, mais vous allez aussi aller travailler à la question de la motivation. Et la question de cette motivation, un des éléments, c'est d'aller redonner, un des éléments fondamentaux qu'on retrouve dans tous les modèles qui parlent de la motivation, c'est d'aller retravailler la question de redonner du sens. Et donc, redonner du sens, c'est aussi pouvoir travailler sur les différents éléments, justement sur la question de la vision, sur la question de la contribution, sur la question de ces différents éléments. Alors, sans doute que si la personne ou si l'équipe ne veut pas travailler, vous allez rester dans un modèle qui est un modèle directif. La réflexion ou la question, ça va être comment changer aussi la culture de l'organisation. Parce que c'est aussi, je pense aux jeunes directions, par exemple, hein, qui doivent asseoir leur leadership, qui remplacent par exemple des directions anciennes, des directions qui étaient fortes, avec un fort charisme, et qui quelque part, si elle disait A ou elle disait B, toute l'équipe y allait. Ça va être nécessaire aussi de pouvoir aller asseoir cette légitimité par rapport à ça, mais aussi de pouvoir aller modifier la culture et modifier la culture d'une organisation. C'est sans doute quelque chose qui prend le plus de temps, qui prend vraiment du temps et qui va nécessiter de l'énergie. Donc ça va se faire petit à petit. Mais c'est possible en allant travailler sur les aspects de motivation, de donner du sens, sur les espaces d'autonomie et donc sur le sentiment de compétence de ses collaborateurs. On ne va pas continuer les... Merci Vincent, on ne va pas continuer les questions parce qu'il nous reste plus des masses de temps. Ce qu'on avait proposé de faire avec Vincent, c'est qu'on a vos coordonnées. Quand vous vous êtes inscrit, normalement, vous avez laissé vos mails et votre numéro de téléphone. Si vous souhaitez qu'on vous recontacte parce que vous avez des questions, vous pouvez nous laisser votre nom et votre prénom. Ça peut être en message privé à Vincent ou à moi. Et donc, on pourra vous recontacter pour donner plus d'infos sur ça ou sur l'école de leadership aussi. Alors, s'il fallait retenir 3 choses de tout ce qu'on a dit, ça passe toujours trop vite, hein, le temps, c'est de penser à rayonner de l'intérieur. Occupez-vous de vous, ça paraît peut-être un peu bateau, mais c'est pourtant tellement souvent négligé, donc rayonner de l'intérieur. Construisez votre légitimité, et on a vu les 4 canaux, et que ça passe aussi par les autres. Et puis, un leader n'existe pas tout seul, fédérez votre équipe.
Et s'il fallait retenir une seule chose, c'est la fameuse, j'allais dire théorie, c'est pas une théorie, la fameuse pratique du premier pas. Donc, le leadership, comme tout le reste, et souvent en formation, on vous invite à le faire, c'est vraiment de trouver quel va être votre premier pas à vous. Est-ce que ça va être travailler sur votre rayonnement interne? Est-ce que ça va être plutôt votre légitimité avec l'un des 4 vecteurs? Est-ce que ça va être fédéré? Et vous recevrez la présentation et donc vous aurez les 6 piliers, vous pourrez aller vous souvenir de est-ce que je vais plutôt travailler sur la sécurité, sur la communication, etc. Ou bien est-ce que je vais m'inscrire à une formation? Peut-être que ça, c'est ça mon premier pas. Est-ce que je vais prendre du temps pour moi? Voilà, quel va être votre premier pas à vous? Ça, c'est vraiment la chose qui serait à retenir pour vous. Tu peux passer au slide suivant. Oui, c'était un petit témoignage. Je vous avais envie de parler aussi. Voilà, c'est un exemple de premier pas. Une petite Élise, hein, après notre petit Lisa, qui était une directrice que moi j'avais accompagnée, qui disait je suis pas bonne dans ce que je fais, en plus mon équipe ne m'aime pas. Et donc voilà, son premier pas, c'était ce dont je parlais tout à l'heure, le focus sur les qualités. C'était une personne qui avait plein de qualités mais qui ne les voyait pas. Et donc son premier pas, c'était nourrir ses qualités. Donc, voilà, vous avez aussi ce premier pas-là. Voilà, donc on voulait aussi vous présenter Alexandra. Alexandra, c'est notre 4e comparse de l'équipe de l'école de leadership. Elle est formatrice dans la gestion du stress, dans la prévention du burn-out, la gestion de soi, les profs de yoga. Et elle est aussi spécialisée en management. Elle a notamment écrit le livre Le B.A.B.A. du management. Et elle va, en fait, on a fait comme avec Michel, on l'a interrogée. Et vous allez avoir une petite présentation aussi de Alexandra que je te laisse, Vincent, diffuser. Notre école de leadership est un parcours multimodal sur 9 mois. Multimodal, ça veut dire que, outre les 9 journées de formation classiques que nous avons organisées sur 7 thèmes bien précis que nous pensons être très pertinents par rapport au développement du leadership pour des managers qui ont déjà une expérience et qui désirent affiner cet art, outre ces 9 journées de formation, nous avons développé toute une série d'activités pour encourager le transfert de l'approche théorique au terrain. En effet, c'est souvent là que le bât blesse et nous proposons, nous encourageons, nous avons motivé nos participants à venir réfléchir sur les concepts théoriques, mais surtout les faire siens, les diriger, les affiner à la réalité qui est la leur, la réalité du terrain qui est la leur, et surtout à aller vers l'expérimentation et tirer un retour d'expérience de l'expérimentation pour encore affiner le processus et être vraiment dans quelque chose qui leur convient et qui convient à leur environnement. C'est ainsi que le parcours débutera par une activité de 360 degrés, c'est-à-dire que le participant aura l'occasion de comparer la perception qu'il a de ses forces, de ses qualités, de ses atouts et de ses points de vigilance avec la perception qu'en a sa hiérarchie, ses pairs et ses collaborateurs. De là s'ensuivra l'établissement d'un plan de développement personnel qui sera le fil conducteur tout au long de ce processus. Nous avons également pensé à des rencontres inspirantes où viendront témoigner divers managers qui partageront comment eux ont développé leur leadership. L'idée de base étant qu'il n'y a pas un style de leadership universel, mais c'est vraiment à chacun, en fonction de qui il est, de ce qu'il veut atteindre, de son environnement, de trouver son propre style qui sera constructif et pour lui, et pour son équipe, et pour son organisation. Nous avons également envisagé 3 séances de coaching que le participant pourra bénéficier au fur et à mesure du parcours, à la carte, comme il le souhaite. Il y aura également beaucoup d'activités de peer coaching, c'est-à-dire du travail entre pairs, où ils se donneront du feedback, ils échangeront des pratiques, ils pourront même observer leurs pratiques dans de bonnes conditions, si les conditions Covid le permettent. Et il y aura également un travail de clôture, qui viendra un travail de concrétisation autour d'une étude des cas, qui viendra formaliser tout le chemin, tout l'apprentissage parcouru pendant ce parcours. Nous mettrons également à disposition des participants une plateforme d'e-learning pour permettre d'approfondir toutes les informations, tous les apports qui auront été faits pendant ce parcours. Donc c'est pour ça que ce parcours, qui dure au total
15 jours qui représentent qu'un investissement de 15 journées complètes pour le participant, s'étale sur 9 mois, pour permettre ce passage de la théorie à l'expérimentation positive. Et je vous donne rendez-vous dès le 31 mars pour la première journée en ma compagnie. À bientôt. Et vous vous rendez bien compte évidemment que voilà, quand on a réfléchi ou quand on a développé le parcours, on l'a développé en une quinzaine de journées de travail, donc 9 présentiels et puis toute une série d'à côté, comme Alexandra en a parlé. Donc vous imaginez bien qu'en 1h30, c'était très frustrant pour nous de pouvoir essayer d'y mettre un maximum d'informations et en même temps d'essayer de susciter aussi de l'intérêt par rapport, voilà, par rapport à cette question, par rapport à cette thématique qui est assez complémentaire des techniques de management qu'on a l'habitude de développer, ou quand on se rend compte qu'en fait, voilà, ou peut-être, enfin, ça ne fonctionne pas, on a tendance peut-être à aller vers du développement de techniques de management. C'est aussi intéressant de réfléchir à son leadership, et c'est ça qu'on avait envie de partager, cette ambition-là qu'on avait aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez avoir de l'information, vous pouvez laisser votre nom et votre prénom dans la conversation et on peut vous recontacter, voilà, si vous posez des questions par rapport à ce parcours, est-ce que c'est pour vous, voilà, qu'est-ce qu'il comporte plus précisément, si vous voulez des liens, vous voulez de l'info, n'hésitez pas à nous le demander, on est là pour ça. Et voilà, on espère bien vous revoir d'ailleurs à ce webinaire, à ce parcours qui sera le printemps, 31 mars. Hein, ce sera la fin de l'hiver, le renouveau du leadership. Ben voilà, on a fini, je crois, Vincent. Hein. Absolument. Reste pour nous à vous souhaiter une excellente soirée, vous remercier pour votre participation dynamique. Merci d'avoir joué le jeu, merci de nous avoir fait confiance, et n'hésitez vraiment pas à laisser vos coordonnées dans le chat, en message privé si vous le souhaitez, pour de plus amples informations ou un contact particulier. Merci beaucoup à tout le monde et passez une excellente soirée. Et puis, bonne route avec toutes vos qualités déjà acquises de leader. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Merci. Au revoir.